Un grand merci pour On votre n'est pas loin. présentation et clarté. Je profite pour dire qu'il y a une phase de networking qui aura lieu à la fin de la journée vers 17h45. Si les températures sont acceptables, quelques pizzas, bières, etc., nous attendrons à la fin de la journée pour qu'on puisse continuer à échanger. Un grand merci. Merci à tous. Second challenger de la matinée, DataIQ. C'est bon, ça fonctionne très bien. Bonjour à tous, Thomas Rudel. Alors moi, je suis sur la partie commerciale. Je vais me charger de l'introduction, puis après, je passerai la main à mon collègue Alexandre pour la partie démo. Et je tenais aussi à remercier notre client, donc FinexCap, représenté aujourd'hui par Adrien Basso-Blandin, qui est le CDO de FinexCap et qui a pour activité de proposer des solutions de financement aux entreprises. Et donc, Adrien va se charger de vous représenter, de vous présenter une manière d'utiliser Dataiku. Donc, ils sont clients d'ailleurs, c'est un client early adopter depuis 2015, sachant que Dataiku a été créé en 2013. Vous connaissez peut-être, donc c'est une entreprise française créée par 4 cofondateurs français. Depuis 2013, la société a bien évolué. On a eu différentes levées de fonds qui nous ont permis de nous développer en France et à l'étranger, développer le produit. À titre d'exemple, moi je suis arrivé en fin 2018, on était 200 et donc maintenant on est près de 1200 dans le monde. Depuis 2013, en fait, on développe toujours une seule plateforme, un produit qui s'appelle Dataiku DSS pour Data Science Studio. Et en fait, Dataiku a bien évolué, mais se positionne maintenant comme une plateforme qui va permettre d'accélérer la valorisation de la donnée. Cette plateforme, elle va se reposer sur 3 différents piliers. Le premier pilier, c'est que c'est une plateforme totalement intégrée de bout en bout, qui était pensée nativement pour pouvoir travailler sur l'ensemble du cycle de valorisation de la donnée, de sa connexion à l'industrialisation, en passant par la préparation de données et la modélisation. Modélisation qui peut être de la modélisation prédictive, de la reconnaissance d'image, ou des choses parfois un peu plus simples sur de l'analytics avancée, par exemple. Le deuxième pilier, c'est que Dataiku va permettre de faire collaborer des profils techniques, qu'on appelle codeurs, et des profils métiers, qu'on appelle clickers. Alex vous présentera les différentes fonctionnalités. Et enfin, le dernier pilier de Dataiku, c'est que c'est une solution totalement ouverte. On n'a pas créé de langage propriétaire. Dataiku permet de travailler en Python, en R, va se reposer sur des librairies open source. Sur la partie technique, on a la possibilité d'installer notre plateforme on-prem ou se reposer sur les solutions des cloud providers ainsi que de nos partenaires Snowflake. Peut-être ça charge, et ben voilà. Juste pour terminer, aujourd'hui Dataiku est utilisé par plus de 500 clients dans le monde sur l'ensemble des industries. Nos clients utilisent aujourd'hui Dataiku pour 3 raisons principales. Premièrement, pour accélérer la création de valeur. On commence avec les entreprises sur une plateforme totalement intégrée, orientée production. Ensuite, on a la possibilité de créer ces produits de manière durable avec un niveau de gouvernance extrêmement important à l'échelle de l'organisation et à l'échelle des projets. Et enfin, nos clients utilisent Dataiku aussi pour accélérer la transformation numérique grâce à l'émulation, à la réutilisation. Voilà. Et juste pour terminer, on utilise notre plateforme aujourd'hui pour des cas d'usage industriels, de la détection de fraude, du scoring marketing, de la reconnaissance automatique d'images par exemple, et aussi pour ce qu'on appelle du self-service analytics, le fait de pouvoir répondre à des questions ad hoc lorsqu'on n'est pas forcément très technique et que les projets n'ont pas vocation à être industrialisés. Est-ce que vous avez des questions sur cette rapide introduction? Parfait, je vais passer la main maintenant à Adrien. L'idée, c'est de vous présenter une partie très tech qu'on a mis en place au sein de FinexCap, donc qui est vraiment des solutions de scoring B2B pour l'ensemble de nos clients. Donc pour rapidement présenter FinexCap,
Donc, comme l'a dit Thomas, on est une solution de financement qui est focalisée principalement sur le B2B, même plus particulièrement sur le B2B2B, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des retailers, avec des marketplaces. Et en fait, les solutions qu'on va fournir, c'est les solutions qu'on va fournir aux clients finaux de ces marketplaces B2B ou de ces retailers B2B. On va proposer du coup 3 types de solutions, du paiement à échéance qui va permettre en fait de différer le paiement à 30, 60, 90 jours, du paiement fractionné et du paiement à échéance qui permet finalement d'avoir l'argent qui rentre plus tôt quand on va avoir besoin d'avoir une facture de payer. En termes de partenariat, c'est nous qui allons nous occuper de financer toutes les factures chez Malte, qui proposons aussi une solution chez Metro de financement à 60 jours pour l'ensemble des partenaires du CHR. Typiquement, on a fait ça en plein période de Covid, c'était la super bonne idée. Mais finalement, ça a permis d'aider un peu pas mal de restaurateurs pendant ces 2 ans qui ont été plutôt difficiles et de pouvoir à peu près se maintenir à flot. On espère au moins qu'on a pu apporter notre pierre à l'édifice pendant ces 2 années. L'objectif du coup de mon équipe, c'est principalement d'automatiser les process de décision. Notre objectif, c'est qu'un partenaire, quand il arrive, un client, quand il s'onboard, il n'y ait le moins possible d'interaction avec, et on n'a pas besoin en fait d'avoir une interaction humaine. Donc il faut vraiment que le process, la personne soit capable de l'onboarder instantanément. On n'a pas besoin d'avoir un review fait par de l'humain derrière, qui prend souvent 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Là, l'objectif, c'est qu'en l'espace de 2 minutes, on va être capable de prédire si le client, on peut l'onboarder, combien on peut lui donner, et est-ce qu'on va vouloir le financer ou pas. Donc pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle un scoring multifacette, qui va se fonder sur un ensemble de scores, donc des scores assez classiques. On va dire, on a tout ce qui est de l'ordre du score financier, tout ce qui est de l'ordre du score de l'assurance, on a bien sûr un assureur crédit derrière nous, et tout ce qui va être de l'ordre du score à la transaction. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait plutôt le comportement transactionnel du client et à partir de là, essayer de prédire sa capacité à payer sa prochaine transaction. On va coupler ça, donc ça c'est les scores qu'on va appeler des strong signals, donc c'est vraiment basé sur l'information qu'on connaît comme étant de l'information fiable. Et à côté, on va utiliser des weak signals parce qu'on est sur des entreprises qui sont des TPE, voire des PME, voire même des TPE, voire des auto-entrepreneurs. Et pour toutes ces entreprises-là, elles vont passer sous les radars en fait des acteurs classiques financiers. Ils vont pas forcément publier leur bilan, on va pas avoir toutes les informations sociales sur elles, et donc il va falloir trouver d'autres canaux pour pouvoir récupérer cette information. On va prendre par exemple toutes ces informations, on va récupérer par exemple les informations qu'on va trouver sur Google, qu'on va trouver sur TripAdvisor, qu'on va trouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur à peu près tous les sites de réseaux sociaux possibles et imaginables. On va les scraper, on va les agréger en un ensemble de scores, que ce soit un score donc sur la personne légale. Donc, ce que j'entends par personne légale, c'est l'entreprise ou l'autre entrepreneur. Ça va être un score sur l'environnement. Donc, est-ce que le secteur d'activité ou l'endroit où se trouve l'entreprise a eu des problématiques? Par exemple, il y a eu des inondations et c'était une usine qui fabriquait du papier. Est-ce qu'on va le financer, oui ou non? On va voir. Ça me paraît super flou. On a toute une partie dans le score social, comme je le disais, on va récupérer l'information typiquement TripAdvisor, Google, etc. Sur la personne physique, donc là, ça va être sur les dirigeants, leurs passifs, est-ce qu'ils ont déjà planté d'autres boîtes, quelle est leur activité entrepreneuriale, et enfin sur tout ce qui va être la personne numérique, donc le comportement de la personne sur notre site et sur le site de notre partenaire. Et donc tout ça, en agrégeant l'ensemble de ces informations, on va être capable de faire de la prédiction et de décider si on accepte ou pas le client et si on accepte ou pas une transaction. C'est-à-dire à la fois, on va être capable à l'entrée en relation de décider si on rentre en relation ou pas avec un client, et bien sûr, on va continuer à valider ce score en continu, mais on va aussi être capable de prédire si la personne est en capacité de payer la transaction pour laquelle elle demande un financement. Donc parfois, on peut refuser une transaction, mais pas forcément refuser le client. Donc, je rentre un peu dans le détail sur la partie, donc vraiment, comme je le disais, financier, on est vraiment sur du legacy classique, on est sur de l'analyse financière. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si on regarde notre portefeuille client, on a moins de 12% de nos clients pour lesquels on a des bilans financiers à jour. Donc clairement, ce n'est pas une donnée sur laquelle on peut se fonder. Donc il a fallu trouver des alternatives. Pour ça, on va faire de l'analyse de série temporelle, l'analyse de série temporelle qui va se fonder sur l'ensemble des transactions que le client va avoir et l'ensemble des opérations bancaires qu'il va faire sur son compte. Donc si on est avec un partenaire bancaire, on va récupérer tout son flux d'opérations sur ces différents comptes. Si on est avec un partenaire de type marketplace, on va prendre l'ensemble des transactions qu'effectue ce client ou l'ensemble des transactions soit qu'il effectue en tant qu'acheteur, soit qu'il effectue en tant que vendeur.
Et à partir de là, on va essayer d'uniformiser toutes ces données pour avoir ce qu'on va appeler un pseudo-solde qui va nous permettre de prédire en fait une capacité de paiement pour un client. Et vu qu'on fait de l'analyse de série temporelle, on va prendre l'ensemble des transactions. À partir de cette série de transactions, on va essayer de prédire la prochaine transaction, est-ce qu'elle sera payée ou pas. Donc chez les Weak Signals, on a toute la partie personne légale, c'est principalement de l'analyse de graphes. Donc là, en fait, on a toute la donnée des sociétés et des personnes physiques qui va être stockée dans une base Neo4j. Donc c'est une base de graphes. Ça va nous permettre de faire tourner des algorithmes de graphes, c'est un peu l'objectif, pour faire de la détection de réseau, détection de patterns. Par exemple, être capable d'identifier qu'un dirigeant s'est onboardé sous plusieurs noms, ou va avoir créé une entreprise en retirant un de ses prénoms, va avoir mis sa femme, son fils, sa fille à sa place avant d'avoir planté sa boîte. Voilà, c'est des informations qu'on va être capable d'identifier parce qu'on va avoir des relations en fait de voisinage entre toutes ces personnes. On va être capable finalement d'identifier des relations de causalité, des relations de paternité ou de filiation entre les différentes personnes. On va avoir ce qu'on va appeler un pseudo-ESG. Donc le ESG, habituellement, c'est plutôt quelque chose qui est un score qui est plutôt utilisé pour les grands groupes ou pour les grandes entreprises. Là, on va essayer de faire un simili-ESG, mais pour de la TPE, PME, en récupérant du coup de l'information via les réseaux sociaux, en récupérant les informations environnementales, mais via plutôt les informations, toutes les news qu'on va pouvoir être capable de scroller sur les différents sites de news, que ce soit des journaux ou que ce soit simplement des recherches Google. Et on va regarder l'e-réputation de la compagnie. Donc ça va être du Glassdoor, ça va être tout ce qui va être regarder son rank Google, etc. Et enfin, on a toute la partie numérique. Donc là, c'est vraiment du KYC, c'est de l'automatisation du KYC. L'idée, c'est qu'un client, quand il arrive, la seule chose qu'il a à nous donner, c'est son sirène. Et à partir de là, on se débrouille. Donc on va récupérer toute la donnée sur toutes les sources possibles et imaginables, toutes les sources légales existantes, plus d'autres partenaires. Et on va agréger toute cette donnée et scorer le client. Et l'idée, c'est que dans temps de son pipeline onboarding, il a été scoré, on est déjà capable de donner une réponse avant qu'il ait fini de cliquer sur le dernier bouton. Pour rentrer un peu plus dans le détail du scoring, je voulais vous présenter un peu l'exemple du scoring transactionnel. Le scoring transactionnel, ça va être 3 modèles. Un premier modèle qui est un modèle de deep learning. Donc c'est un GRU qui va simplement faire de l'analyse de séries temporelles et qui va nous permettre donc de prédire si la prochaine transaction va être payée ou pas par un client. Ce GRU, il va nous servir en fait comme l'ensemble des résultats de ce GRU vont nous servir comme features pour un deuxième modèle qui est simplement un modèle nous permettant de prédire la capacité de paiement d'un client. Donc là, on va plus se focaliser sur une transaction, mais on va se focaliser sur la capacité globale du client. Donc est-ce qu'il est capable de payer dans les X prochains jours? Et enfin, on va se rajouter un troisième modèle qui va lui nous permettre de prédire la stabilité du client. Donc, est-ce que finalement, je suis sur est-ce que en fait, ça va plutôt être la qualité de mon scoring? Est-ce que mon score est pertinent ou est-ce que finalement, j'ai pas assez de données pour scorer le client? Donc, on va avoir ces trois modèles qui vont nous servir simplement pour être capable à la fois de prédire si on accepte ou pas une transaction et savoir si on considère que le client est à risque ou pas. Et enfin, est-ce qu'on considère que notre score est pertinent ou pas? Si donc un client qui n'a pas un score pertinent et en plus il est mauvais, clairement, on va peut-être pas l'onboarder. Pour rentrer un peu dans donc je vous parlais tout à l'heure, base de graphes. L'idée, c'est que derrière, on a vraiment essayé de fonder notre base de données sur une structure purement sémantique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble de la donnée qui vient de toutes nos sources et on va la mettre dans deux bases. D'un côté, un data lake qui nous permet de mettre toute la donnée en structuré et de l'autre côté, une base sémantique, une base Neo4j qui nous permet de stocker la donnée en utilisant une ontologie. Donc notre ontologie, c'est quoi? C'est une ontologie business qui représente l'ensemble des connaissances métiers. Et l'idée, c'est que toute la donnée est mappée de telle sorte qu'elle corresponde à chaque fois à une expertise métier. Une ontologie, c'est quoi? C'est cet énorme graphe que vous voyez là. Donc on va avoir, en fait, on va identifier ce qu'on appelle une entité. Une entité, ça peut être quoi? Ça peut être un stakeholder, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique, ça peut être plusieurs choses. Et après, on va raffiner finalement ces concepts jusqu'à arriver à des concepts extrêmement fins. Si on regarde par exemple sur le graphe de gauche, on va par exemple, on va dire qu'une entité, ça peut être un document, ça peut être un invoice, donc ça peut être une facture. Une facture, elle va être payée à un débiteur, etc. Et on va être capable finalement, toute notre donnée ça c'est notre charte, toute notre donnée doit pouvoir être mappée sur cette ontologie et donc pouvoir représenter de la donnée business. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait de la data science, le but c'est quand même de produire des modèles qui soient pertinents pour le métier et pas simplement une prouesse technique. Et donc pour faire ça, on essaie d'avoir une donnée qui soit le plus proche possible du métier et à la fois des modèles qui soient explicables.
Donc pour ça, on a utilisé une architecture. Et ben, comme vous voyez assez souvent le petit l'oiseau de Dataiku. Donc toute notre architecture va tourner autour de ce graphe sémantique et va utiliser Dataiku pour faire l'ingestion de la donnée, sa préparation, toute la partie modèle. Donc tout le modeling va être fait, soit pour les modèles deep learning, on va quand même y aller un peu à la main avec du Python, soit quand on a besoin de faire du quick modeling, on va directement le faire dans la plateforme. Et l'idée, c'est que derrière, on a aussi tout un système de redéploiement, rescoring des modèles, qui nous permet de maintenir nos modèles à jour. Dataiku, c'est depuis 2015 qu'on travaille avec eux, donc on commence à être à travailler depuis un petit bout de temps, à connaître un peu la plateforme. On a évolué avec eux. Et l'idée, voilà, c'est qu'on a vraiment tous les process, que ce soit l'ingestion de la donnée quand on a la donnée non structurée, on va faire de l'OCR, du NLP, tout ça, on va le faire dans Dataiku et on va la gérer dans le graphe sémantique. Donc le graphe sémantique, c'est vraiment le centre de notre cœur le cœur de notre système. On ne va pas simplement faire un modèle de scoring qui est appelé, renvoie un score. Non, il va être appelé, il va augmenter la donnée qu'on a en base, et après, il renverra un résultat en fonction de l'ensemble de la donnée qui est en base. Donc on n'est jamais dans du one-shot. L'idée, c'est vraiment toujours que chaque score qu'on va générer augmente l'information qu'on a en base. Voilà un peu pour notre vision, on va dire, du risque et de la façon dont on peut structurer de la donnée de façon pertinente pour le métier. Sur ce, je vous remercie. Et je passe la main à Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ouais, je vais me ramener ici, ce sera mieux. Bonjour à tous. Donc, Alexandre, moi, je suis un ingénieur solution chez Dataiku. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la boîte et aujourd'hui, je vais vous partager mon écran pour vous présenter un rapide tour de la plateforme, on va dire. L'idée ici, ça va être de passer à travers les principales features de la plateforme autour d'un cas d'usage de l'ESG, justement, qui est un sujet qui nous tient à cœur chez Dataiku. Ce que vous êtes en train de regarder ici, c'est la plateforme Dataiku. Dataiku, donc, quelques mots rapidement, c'est un logiciel qui est installé sur un serveur qui peut être dans le cloud ou on-premise, ou même en version SaaS, et ensuite on y accède via son navigateur web. Donc Dataiku, on va dire, est compatible avec n'importe quel type d'infrastructure, n'importe quel type de technologie et n'importe quel type, on va dire, de stratégie, que ce soit multi-cloud, que ce soit hybride, etc. S'il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez sur la plateforme aujourd'hui, la première, ce serait le concept de collaboration. Dans la plateforme Dataiku, qu'on soit quelqu'un qui soit très avancé, on va dire, en termes de méthode de data science, qui sache se coder, qui sache développer des modèles, etc. Ou quelqu'un qui soit plus orienté business, qui ait la connaissance métier, mais potentiellement pas forcément les connaissances nécessaires techniques pour aller développer des choses sur sa donnée, la préparer, la nettoyer. Eh bien, ces 2 types d'extrêmes, on va dire, dans les profils, et de tous ceux qui sont au milieu, vont pouvoir se rassembler autour d'une même plateforme en utilisant les méthodes et les techniques avec lesquelles ils sont confortables pour aller créer de la valeur ensemble au sein d'un projet. Le deuxième point, ce serait l'efficacité et la réutilisation. Un concept clé dans la plateforme Dataiku, c'est de développer quelque chose une fois, après de tout simplement le packager, l'automatiser et de le réutiliser des centaines de fois. Okay, donc cette idée de partage, cette idée de collaboration qu'il y a derrière. Et derrière, ce serait l'auditabilité et la visibilité. Dataiku, ce n'est pas un outil boîte noire, vous allez le voir juste après. Il y a une représentation visuelle de toutes les actions et transformations qu'on va faire dans la plateforme. On sait exactement qui a fait quoi et quand. Et il y a pas mal de documentation qui est intégrée. Donc c'est très facile d'aller comprendre ce qui se passe dans un projet facilement, de manière visuelle, et ensuite de pouvoir rapidement monter en compétence dessus. Regardons du coup un de mes projets ici. La première chose que vous allez voir dans la plateforme, c'est ce qu'on appelle... Alors, si la connexion Internet veut bien marcher. Chouette. C'est pas grave, au pire, je vous en montre un ici le temps que ça charge. Non, ma connexion Internet lâche. L'effet démo. Ouais. Ah ah. On est bon. Magnifique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un flow Dataiku. Un flow Dataiku, tout simplement, c'est cette représentation visuelle dont je parlais juste avant, qui du coup va nous permettre de voir tout le lignage de notre donnée, voir d'où notre donnée vient, qu'est-ce qui se passe dessus et où est-ce qu'elle va à la fin. Okay, les différents petits éléments qu'on va voir sur ce flow, ça va commencer par être des carrés bleus. Ces carrés bleus sont des sources de données, des datasets, qui peuvent être du coup dans de multiples sources de données. Donc dans la plateforme, par défaut, il y a une 50aine de connecteurs qui peuvent être du coup des fichiers plats, Excel, CSV, JSON,
tout ce qui est connexion HTTP, du Hadoop traditionnel, les bases de données SQL, donc on a Snowflake dans la salle par exemple aujourd'hui, mais bien d'autres. Donc Dataiku est agnostique en termes de sources de données et en termes de technologies qu'on va utiliser. Tout ce qui est base de données dans le cloud, bien évidemment, les bases de données NoSQL, et ce concept de plugin qui est assez intéressant dans la plateforme. Un plugin Dataiku, je vais vous ouvrir ce plugin store ici, c'est la façon d'étendre les limites de la plateforme. Si quelque chose n'est pas disponible par défaut, nativement, on peut aller le créer, le packager avec une interface visuelle et ensuite permettre à n'importe quel utilisateur tout simplement de se l'approprier et de l'utiliser de manière avec du code ou de manière visuelle. Par exemple, ça peut être un connecteur à une source de données exotique, quelque chose qui ne serait pas disponible nativement dans la plateforme, ou aller packager du travail qui est fait sur des algorithmes de machine learning, ou sur des données non structurées, ou sur des données géospatiales, ce genre de choses. L'idée est vraiment de packager quelque chose qui a été fait par quelqu'un et ensuite de le mettre à disposition de ses équipes. Tous ces plugins que vous voyez sont du coup maintenus et développés par Dataiku, et vous pouvez également, bien évidemment, développer les propres, vôtres, via du coup cette partie développement ici dans la plateforme. Ensuite, si on avance sur le projet, on va aller nettoyer notre projet, nos data, les préparer de deux manières différentes. Pour ça, on va utiliser des transformations. Ces transformations peuvent être premièrement visuelles. Donc, on va avoir ici les transformations SQL classiques avec une interface graphique par-dessus. Okay, à l'exception près de quelques transformations Dataiku, on le verra juste après. Et également, on peut coder dans la plateforme dans donc plusieurs langages, en Python, en R, en SQL, en Spark, en Scala et compagnie. Encore une fois, l'idée, c'est de rassembler les deux mondes, du clic et du code. Dans ce projet, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par aller chercher des documents qui sont au final des fichiers PDF. Ces fichiers de PDF, si vous êtes familier avec, c'est des reports 10K qui, du coup, sont publiés par différentes entreprises, notamment sur leur stratégie au fur et à mesure de l'année. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller identifier des grandes trends ou d'aller détecter des passages spécifiques, des paragraphes où on parle de sujets autour de l'ESG, donc environnemental, sociétal et gouvernance. Pour ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par aller extraire donc, le texte qui sont dans ces documents, que ce soit des documents donc simplement avec du texte ou avec des images. Ensuite, ce qu'on va faire, on va appliquer différentes analyses NLP dessus, différentes préparations, différents nettoyages, pour à la fin avoir un algorithme qui nous prédit tout simplement est-ce que le sentiment général autour de ce mot est positif ou négatif. Ça, c'est globalement le concept qu'on va faire à travers ces différentes étapes de nos projets. Un point qui est très important dans Dataiku, c'est que donc on couvre la partie connexion aux données, la partie préparation, nettoyage, la partie, on va dire, machine learning, mais également tout ce qui est partie restitution. L'idée, c'est que nos projets, une fois qu'ils ont été créés, vont pouvoir être consommés, par du coup des utilisateurs finaux. Ces utilisateurs finaux, bon, ils ne sont pas forcément des utilisateurs techniques. L'idée, c'est de pouvoir créer des applications pour leur permettre de manière interactive d'accéder à ce qu'on aura créé. Pour ça, on va passer par ce concept de dashboard dans la plateforme. Un dashboard Dataiku, ça peut être plein de choses. Ça peut être une application web, ça peut être des graphiques, ça peut être du texte, des images, des PDF, etc. Là, je vous montre un exemple qui permet donc à l'utilisateur final d'arriver sur ce dashboard, d'aller mettre son propre corpus de documents, par exemple, pour réutiliser ce que j'aurais fait une fois derrière. Donc, sélectionner sa source de données, sélectionner, par exemple, ses mots-clés spécifiques qu'il veut aller chercher, pas forcément c'est des mots-clés de base ESG, il pourrait aller chercher d'autres topics, d'autres thèmes. Également son outil de référence. De base, on utilise des techniques d'OCR via du coup des plugins qui ont été packagés. On peut très bien remplacer ça par des services des cloud providers type Amazon, AWS, Azure ou GCP. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller analyser ce qui a été détecté par du coup notre projet. On va pouvoir aller sélectionner notamment les différentes entreprises dont proviennent ces documents, sélectionner un topic en particulier, aller lancer une petite analyse. Et là, on a déjà du coup des choses qui nous remontent. On va avoir du coup des mots-clés qui ont été définis précédemment, qui sont du coup highlightés par notre projet et avec un score de sentiment derrière. Pour la petite histoire, l'algorithme qui est utilisé derrière, c'est Finbert, si vous êtes familier avec. Et on va même également permettre à l'utilisateur d'aller en détail voir le paragraphe derrière, suivant un mot en particulier, pour voir vraiment dans quel contexte ce mot a été détecté et est-ce que l'analyse qui a été faite par notre projet, tout simplement fait sens derrière. Et à droite, on retrouve le corpus de documents pour facilement pouvoir rentrer dedans et retrouver à quelle partie on était. On a également des analyses de fréquence. On va pouvoir voir notamment la fréquence en fonction de l'année et des entreprises des différents mots. Est-ce que les sujets d'environnement ou de gouvernance sont plus ou moins, on va dire, à la une, suivant les années.
et également après faire du topic modeling. Aller chercher, on va dire, des sujets qui ne seraient pas forcément ceux qu'on aura identifiés au début, mais ce qui seraient ceux qui reviennent le plus souvent à l'intérieur des documents. Donc on va avoir ces nuages, on va dire, de mots qui sont ressortis, et après on va pouvoir voir que nos 3 gros sujets sont regroupés dans 3 bulles qui après du coup comprennent les différents mots qui sont repris dans les nuages de points juste au-dessus. Ça du coup, c'est on va dire la sortie de notre projet. C'est ce qui va être consommé par l'utilisateur final. Ce que je vous propose, c'est de revenir maintenant un petit peu au début et de regarder comment on a fait ça. Si je commence par rentrer, on va dire, dans une transformation visuelle, qui est ce prepare ICP ici, qui est un petit peu spécifique. On repassera après sur les autres parce qu'elles sont classiques, hein, c'est les fonctions SQL classiques. Ce prepare ICP, moi, je l'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le couteau suisse, on va dire, de la transformation, de manière visuelle, de manière no-code, low-code. On va avoir un script sur la gauche avec au centre de notre écran la visualisation de ce à quoi notre dataset final va ressembler. On va avoir différents steps qu'on peut ajouter dans ce script. Donc, on a une centaine de processeurs qui peuvent être des choses assez simples, type aller filtrer ma donnée sur une valeur spécifique, aller la nettoyer, aller manipuler différents types de data, donc des strings, des nombres, des dates, des données géographiques, etc. Ou même faire des choses un peu plus avancées, type aller enrichir mon dataset avec une source externe ou aller retravailler sa forme. Et également, ce qui est intéressant à faire, si je zoome un petit peu, vous allez pouvoir voir ici que mes colonnes, elles ont un type de comment ma data est enregistrée dans ma base de données, et ensuite un sens sémantique qui est défini par la plateforme. Dataiku, en fait, va regarder nos données et va détecter que, bah, tiens, ça là, ça ressemble vachement à une date. Et ça ressemble à une date qui n'est pas dans un format qui est standard. Donc pour ça, si je dézoome, Dataiku va aller me suggérer des choses à faire. Typiquement, aller utiliser un processeur qui est dans cette librairie de centaines de processeurs avant, qui est d'aller mettre ma date dans un format qui est standard. Hop, faire ça rapidement. Et on va voir en bleu ensuite l'impact que ma transformation a eu sur mon dataset en sortie. À partir de là, je peux utiliser d'autres transformations qui sont suggérées, typiquement aller extraire l'année, le mois et le jour, et ce de manière très rapide. Ça permet deux choses. Ça permet à un utilisateur qui serait non technique d'aller facilement comprendre sa donnée, la travailler, l'explorer et la transformer. Et ça permet également à quelqu'un qui est plus avancé, qui sait que par exemple coder du Python ou du SQL ou du R, d'aller en fait gagner du temps, d'aller faire une tâche qui est simple et potentiellement répétitive avec 2 clics, et ensuite de mettre la complexité de son code là où elle a besoin d'être, c'est-à-dire dans une étape de code. Étape de code, donc les différents langages, on les a vus juste ici. Je vais juste en ouvrir un en Python, par exemple. Première chose que vous voyez ici, c'est l'éditeur de code de la plateforme. À noter que vous n'êtes pas du coup enfermé dans cet éditeur de code. Vous pouvez utiliser des notebooks Jupyter qui sont entièrement versionnés. D'ailleurs, tout le projet d'ailleurs est versionné. Hein. On a une intégration native avec Git. Donc, chaque action qui est faite est en fait un commit derrière dans le Git repository local. Et vous pouvez ajouter vos propres Git remote pour derrière, après, travailler avec des branches et travailler avec votre propre méthodologie. Donc ici, ces notebooks Jupyter sont disponibles. On peut également utiliser l'IDE de son choix. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser VS Code, RStudio, PyCharm, etc., c'est également disponible. Sur la partie code, je vais passer assez rapidement, mais l'idée, en fait, c'est qu'on va permettre à un utilisateur avancé, donc qui sait coder, de retrouver eh bien, tout simplement l'environnement avec lequel il a l'habitude de travailler, mais de lui simplifier également tout simplement la vie. Dataiku va abstraire pas mal de choses. On va abstraire premièrement la connexion aux données, que la donnée soit, on va dire, un fichier Excel, une base SQL, qu'elle soit dans le cloud ou n'importe où. Dataiku, toujours, en fait, on va faire dataiku.dataset, le nom du dataset. OK ? Peu importe où la donnée est. Et ensuite, au niveau de la plateforme, on gère ces connexions, on gère qui a accès à quelle connexion et quels sont les droits des utilisateurs sur ces connexions. Ensuite, au niveau compute également, on va gérer pas mal de choses et abstraire pas mal de choses. À chaque point de la plateforme, à chaque transformation, vous allez pouvoir choisir où est-ce que votre transformation va se passer. Est-ce qu'elle se passe localement sur le serveur où Dataiku est installé? Est-ce qu'elle se passe dans l'infrastructure sous-jacente? Par exemple, si on fait une transformation visuelle SQL, est-ce qu'elle se base dans une base SQL sous-jacente? Ou dans le cas ici de notre code, est-ce qu'on choisit de déporter notre code, le calcul de notre code, l'exécution, sur un autre environnement, que ce soit du coup un cluster Kubernetes par exemple élastique dans le cloud, ou tout simplement un Docker qui serait quelque part, potentiellement pour donner accès à une infrastructure plus puissante pour faire tourner notre code, de manière du coup granulaire, hein, pas forcément à tout le projet, mais à certaines parties du projet, en fonction de ce qu'on fait, et également, par exemple, si on parle d'algorithmes, pour donner accès à des GPU ou des TPU pardon, pour nos algos. Donc cette partie Container Configuration ici. Et dernier point, la partie environnement de code est importante. Dataiku va aller simplifier la tâche également là-dessus. On peut créer du coup des environnements de code pour chacun des on va dire des bouts de projet qu'on aura.
ou pour un projet global, ou pour la plateforme au global. Ces environnements de code, tout simplement, c'est quel langage j'utilise, quelle version du langage j'utilise, quel package je vais utiliser et quelle version de ces packages j'utilise. Aucune limitation sur ce qu'on peut utiliser là-dedans. Tout simplement, Dataiku, après, s'occupe de les installer, s'occupe de gérer les dépendances et également les conflits. Et lorsqu'on passe d'ailleurs d'un environnement de design à un environnement de production, Dataiku s'occupe de packager tout ça pour que ce qui marche en phase de développement marche également en phase de prod à la fin. Et bien évidemment, on peut toujours refaire de la plomberie derrière pour aller changer des connexions, changer des moteurs d'exécution et changer, par exemple, les packages qu'on utiliserait, fixer des versions. Je veux passer un petit peu de temps également sur une dernière transformation visuelle avant qu'on avance, qui est cette jointure qu'on est en train de faire ici entre 3 jeux de données. Pour illustrer en fait le propos que j'avais juste avant, de pouvoir choisir à chaque endroit de la plateforme où est-ce que mon compute se passe et où est-ce que ma donnée est. À l'intérieur de cette transformation visuelle, donc une jointure, on est en train de faire une jointure entre 3 datasets. Vous avez un exemple, du coup, on peut choisir le type de jointure qu'on va faire ainsi que les différentes conditions. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir sélectionner en dessous de ce bouton Run, où est-ce que ma transformation se passe. Est-ce qu'elle se passe localement? Donc d'ailleurs, Dataiku me dit que ça va être lent parce qu'on va faire tout ça sur le serveur où Dataiku est installé. Ou est-ce que je choisis d'utiliser l'infra sous-jacente? Dans mon cas, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas d'infra sous-jacente, c'est un fichier plein, un fichier Excel, mais potentiellement un environnement élastique. Dans mon cas, j'ai un cluster Kubernetes qui est attaché à ma plateforme, donc je peux aller par exemple faire du Spark sur Kubernetes, tout simplement en sélectionnant un bouton. Donc je permets à un utilisateur qui est non technique d'utiliser ce type de technologie. Et derrière, c'est transparent d'ailleurs. Vous avez une interface graphique, mais vous pouvez bien évidemment voir la requête que Dataiku va créer, voir la requête qui sera envoyée, et même potentiellement, si vous êtes un utilisateur avancé qui sait développer du SQL ou du Spark, et bien tout simplement de convertir cette première base en une étape de code pour après aller à l'intérieur et tout simplement la modifier, l'optimiser, faire un petit peu ce qu'on veut avec. Clair? Et du coup, ça passe après derrière en petite étape de code. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Tout est clair? Pas de souci. Non, 3 minutes, c'est bon. Le dernier point, c'est parler de la partie, on va dire, industrialisation de notre projet, de la partie déploiement. Donc, on a créé notre projet, on a été capable de transformer notre donnée, de la préparer de diverses manières, d'entraîner potentiellement des modèles. Dans la plateforme, d'ailleurs, il y a 2 façons de faire du machine learning. Soit on fait ça de la manière, on va dire, AutoML, donc avec une interface graphique qui nous permet d'aller faire différents types de prédictions et de déployer notre modèle facilement, avec toute la transparence et l'explicabilité qu'il y a derrière, ou alors d'utiliser du code pour aller après tout simplement entraîner notre modèle avec les packages de notre choix qu'on aura sélectionné avant et l'infrastructure de notre choix, tout en du coup bénéficiant des avantages de la plateforme en tant qu'accès aux données, en tant de storage, de compute, de gouvernance, de collaboration, sécurité, etc. Je vous montre rapidement un exemple d'un modèle qui a été développé avec la partie machine learning, qui est du coup la partie verte ici. Ce modèle, du coup, on va pouvoir avoir l'historique des différentes versions qui ont été développées. Et le plus important, c'est de rentrer à l'intérieur des versions et d'avoir toute cette transparence et cette explication qu'il y a derrière. Par exemple, on va pouvoir voir, dans notre cas, c'est un random forest, donc l'arbre de décision qui a été créé. On peut naviguer à l'intérieur. On peut voir les variables qui ont le plus ou moins influencé notre prédiction. On peut aller voir différents graphiques, par exemple au niveau de l'âge, comment l'âge impacte ma prédiction. On voit que là, d'ailleurs, j'ai un gap pour les personnes entre 35 et 55 ans dans ma prédiction. Et dernier point, par exemple, les explications, ici, explications individuelles, qui vont me dire pour chaque ligne de mon jeu de données, pourquoi mon modèle a fait cette prédiction. Pourquoi pour ce client, on me prédit 40 €? Parce que ces 3 features ont le plus influencé ma prédiction. Et pourquoi pour celui-là, 500? Parce que derrière, ces 3 features ont le plus influencé. On peut bien évidemment choisir la méthode de notre choix, ainsi que derrière le nombre de features qu'on va avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va prédire des nouvelles données, on aura également cette colonne d'explication qui est disponible. Dernier point, du coup, sur la partie industrialisation. L'idée, une fois qu'on a créé notre projet, c'est tout simplement de le mettre en production. Qu'il soit utilisé, qu'il soit automatisé, qu'il y ait des checks, des métriques qui soient faites, des levées d'alerte et des scénarios de fallback si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. On a 2 façons de déployer dans la plateforme. On va pouvoir premièrement déployer sous forme de temps réel avec des API. Donc, on peut très facilement créer des API dans la plateforme pour après avoir une URL qui est disponible et qui est appelable du coup depuis l'extérieur, depuis une application tierce par exemple, pour avoir des prédictions en temps réel. Et on peut également aller automatiser via ce concept de scénario nos workflows.
Automatiser un scénario, en fait, c'est très simple. On va pouvoir sélectionner un trigger, donc qui peut être basé sur du temps, basé sur un changement dans un jeu de données, sur un changement dans une requête SQL ou autre. Là, dans mon cas, je fais ça une fois par semaine, le samedi matin. Et ensuite, ajouter des étapes. Ces étapes peuvent être diverses et multiples. En résumé, on peut interagir avec les objets de notre projet, on peut interagir avec nos exports et on peut interagir avec la partie déploiement, la partie plateforme. Okay. Moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que si on prend l'exemple de ce projet, dans mon workflow en entrée, je vais avoir des nouvelles données qui arrivent en continu dans du Snowflake ici, jour par jour, par exemple. Et moi, ce que je veux faire, c'est sur une base régulière, être capable d'aller refaire toutes mes transformations de la gauche vers la droite pour avoir à la fin eh bien, mon modèle qui me prédit mes dernières tendances et potentiellement un dashboard qui est mis à jour, des graphiques qui sont mis à jour pour pouvoir les consommer à la fin. Et pour ça, du coup, j'utilise un scénario. Ensuite, on peut très facilement passer d'un environnement à un autre avec ce qu'on appelle le déployeur dans Dataiku, qui est cette tour de contrôle globale qui permet de manager ce qui vient de la phase de design pour après déployer ça en test, en pré-prod, en validation, en production, etc., suivant notre stratégie. Et ce sera tout pour cette première introduction à Dataiku. Est-ce que vous avez des questions? J'espère. Merci beaucoup. Question toujours en ligne en priorité. Dans la salle. Bonjour Dominique de BPI, merci aussi pour la présentation. J'ai une question pour le cas d'usage qui a été présenté là d'ailleurs, et une question par rapport aux sessions qu'on a vues. Pourquoi Dataiku et pas Databricks? C'est quoi le critère qui vous a dit Dataiku est la meilleure réponse? Déjà, Dataiku, ce que j'expliquais, c'est on travaille avec Dataiku depuis la création de Dataiku. C'est mieux là? Ouais. Voilà. Dataiku, on les connaît depuis que la boîte a été créée. Donc, on travaille ensemble en fait depuis la création de nos deux entreprises. Donc, c'est déjà une longue relation. L'autre raison, on reste quand même objectif sur la façon dont on choisit nos partenaires. C'est que dans mon équipe, j'ai une équipe avec beaucoup de juniors. Et finalement, cette possibilité de faire du no-code et de faire du quick modeling, eh ben, c'est extrêmement pratique pour des juniors en data science ou des juniors en data dev ou en data engineering, parce que ça va leur permettre en fait de monter en compétences à la fois dans leur métier et à la fois du coup sur une plateforme qui est assez simple d'utilisation et pourtant qui nous permet aussi de facilement, on va dire, passer après à l'étape supérieure, c'est-à-dire que le moment où ils sont assez autonomes et ils maîtrisent bien on va dire leur workline, ils vont pouvoir passer sur du code et finalement faire exactement ce qu'ils pourraient faire sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, que ce soit du Databricks, que ce soit du Vertex AI, que ce soit du Sage, voilà. Pas vraiment pour le choix. Et, ok, donc je continue un peu dans le même thème. Vous dites que vous avez une équipe un peu de juniors et ça facilite l'onboarding finalement et la montée en puissance en compétences. Est-ce que vous recommanderiez cette solution-là pour des people un peu plus du métier? Alors, en termes ça dépend ce qu'on entend par d'appréhension. métier. Est-ce qu'on entend par métier les personnes plus du métier qui sont plus data scientists ou plus du métier qui sont du coup Plus hors data business science? analyst. Vraiment. Alors, nous, on a toute la partie business du coup qui se sert de nos dashboards pour faire les analyses. J'ai actuellement notre directeur du fonds qui fait aussi un peu. On est une petite entreprise, hein, on est 30 personnes dans l'entreprise. Donc, notre directeur du fonds qui m'aide aussi pour la partie data analyse quand on est un peu sous l'eau, qui sert de Dataiku tout simplement comme d'un super Excel. Parce que sous Excel, quand on commence à être à des centaines de millions de lignes, ça ne passe plus. Donc, il s'en sert plutôt comme un super Excel. Ça va nous servir pour faire tout ce qui est dashboard. Donc, ouais, pour la partie business, ça a un côté très intéressant, c'est qu'on peut en fait très facilement expliquer ce qu'on est en train de faire, parce que finalement, c'est très visuel. On le voit sur les pipelines que présentait Alexandre. C'est extrêmement visuel. On peut très facilement expliquer à quelqu'un du business, voilà les opérations que je fais. Leur présenter, par exemple, nous, on a des cas où on a des énormes switch cases avec plein de cas de tests à valider. Et ça permet avec le métier de dire, voilà, moi, je t'ai fait toute cette liste-là. Est-ce que tu me valides là? Est-ce qu'en termes métier, ces règles elles sont correctes? Et il peut, lui, en one-to directement comprendre en fait ce que j'ai rédigé. Donc ça va être plutôt, c'est vraiment ça qui va être intéressant, c'est en fait la facilité de compréhension pour quelqu'un du business. Et donc ça facilite l'interaction, ça facilite énormément l'interaction entre le tech et le business. Merci. Une petite question sur les plugins, justement. Vous avez passé assez rapidement. Les plugins, comment ça se passe? Il y a un coût particulier par plugin?
Quand on active un plugin, c'est quoi? C'est un clic souris et après c'est intégré dans l'interface. C'est seamless? Ouais, c'est une très bonne question. Deux choses. Le premier, c'est que tout ce que vous voyez en plugin ici sont totalement gratuits d'utilisation. D'accord? La partie pricing de Dataiku, on pourra en parler plus en détail si c'est le sujet, mais on est basé sur le nombre d'utilisateurs qui utilisent la plateforme, pas sur le nombre de cas d'usage, pas sur l'utilisation que vous en faites, pas sur le compute que vous en faites derrière. Okay? Seulement sur la partie utilisateur. Ensuite, ces plugins, comme je l'ai dit, sont développés par Dataiku et ça dépend après derrière ce que vous utilisez. Dans mon cas, si j'utilise un service, par exemple, spécifique à AWS ou à GCP derrière, eh bien, ce service, la facture que coûte ce service n'est pas inclus dans la plateforme Dataiku. Ce sera votre cloud provider et vous paierez du coup la facture dans votre cloud provider. Parce que, en fait, au final, c'est juste une interaction entre la plateforme et ce service. D'accord? Ensuite, c'est très simple d'aller installer quelque chose et après de l'avoir directement intégré dans la plateforme. On clique sur un bouton installer, confirmer l'installation. Ça nous crée du coup différentes choses, un environnement de code par exemple, suivant les packages qu'on a besoin pour ces différents plugins. Et ensuite, on a directement accès dans la plateforme à ce plugin qu'on aura installé. Et ça, c'est pareil pour des plugins qui seraient développés également en interne chez vous. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, merci. D'autres questions dans la salle? Oui, Nicolas. Merci Pechman. Ça rejoint un peu la question, donc Nicolas Camus, BPI, pour BPI France. Ça rejoint un peu la question de Dominique hein, sur le côté multipersonnel, le côté utilisation par des gens non tech, donc plutôt au mode no code, low code. Est-ce que vous avez d'autres use cases comme ça dans d'autres structures, idéalement dans la finance, sur sur une utilisation de type business analyst? Merci. Je pourrais notamment communiquer sur notre client BNP. On a un déploiement assez important à la BNP et notamment les stress tests sont calculés sur Dataiku. Ce sont des personnes qui ont une expertise métier et qui vont utiliser Dataiku un peu comme un Excel centralisé en enlevant toutes les limites que l'on connaît sur la plateforme. Globalement, dans notre roadmap, ce que l'on essaye de faire, c'est intégrer de plus en plus ces nouvelles lignes de business. Alors moi, je m'occupe en particulier du secteur assurance. Dataiku, on se rend compte, est de plus en plus pertinent aussi pour les populations actuaires notamment. Voilà, et puis on va aller chercher aussi par la suite les différentes lignes de business côté marketing, fraude, conformité, direction des risques. Voilà. Très bien. Et donc, il y a à peu près combien d'utilisateurs en persona business analyst à la BNP? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne m'occupe pas de ce compte personnellement et je ne suis pas sûr de pouvoir communiquer, mais non, je ne saurais pas vous dire. La question était tentante. Bien essayé. Bonjour, merci pour la présentation. Marc Baudouin pour BPI France. Première question, c'est la partie computing, si je comprends bien. C'est une application SaaS aussi, hein? C'est ça que Alors, je pas comprends? forcément. On a différents modes de déploiement. Soit bon? c'est on-premise, soit c'est dans votre cloud, soit c'est chez nous. Il y a ces trois modes de déploiement qui sont différents. OK. Si c'est chez nous, en fait, Oui. c'est au format via EC2, j'imagine? Alors oui, si vous êtes sur AWS, oui, c'est ça. En fait, Dataiku est installé sur une machine C2 et ensuite, imaginez Dataiku que c'est un orchestrateur des différents services que vous avez. Notamment, du coup, par exemple, des services de compute, type une base de données SQL qui serait dans votre cloud ou interaction avec un bucket ou derrière, après, utilisation d'un cluster Kubernetes pour tout ce qui est compute élastique. OK. Si c'est déployé, si c'est pas déployé, si on utilise via SaaS, donc du coup, la capacité de computing, ça va être rester chez vous ou vous déployez à la Databricks, là, qui vous déployez des EC2 qui vont computer les données chez nous? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la première qui est avoir un utilisateur qui interagit avec la plateforme. Là, si c'est en mode SaaS, il y a un compute qui est défini suivant le pricing derrière pour cet utilisateur, s'il veut lancer des choses en local, par exemple. Et on met également à disposition toute la partie compute élastique. Mais là où c'est très important Dataiku, c'est qu'on peut utiliser l'infrastructure sous-jacente. Donc, même dans le mode SaaS, en fait, vos données, ça reste vos données. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un Snowflake, vous allez vous connecter à un Snowflake et ensuite, derrière, pouvoir utiliser le compute de Snowflake pour toutes les transformations SQL, par exemple, que vous allez faire derrière. OK. Et la dernière question, c'est dans quelques mots là,
désolé. Mais je vois aussi que votre offre, ça ressemble à peu près un petit peu comme AWS Glue, Databricks, etc. Qu'est-ce que c'est en fait votre différence en quelques mots là? Pourquoi prendre Dataiku et pas la suite Glue, Databricks, etc. Merci. J'ai envie de répondre parce que justement, ce n'est pas une suite Dataiku, c'est un seul logiciel, une seule plateforme uniformisée qui permet d'interagir avec tous ces services-là et de rassembler n'importe quel type de population. Qu'on soit quelqu'un qui soit codeur ou quelqu'un qui soit cliqueur, on permet à ces différentes populations d'utiliser ces services sous-jacents au cloud provider en abstrayant, on va dire, toute la partie technique et toute la partie, on va dire, plomberie qu'il y aurait derrière. Moi, j'ai une question sur la partie. Je pense que vous ne l'avez pas évoqué. Or, vous allez un peu sur ce terrain-là. Vous êtes parti sur le segment data prep au départ, et là, vous attaquez la partie. Vous montez sur la partie ML en phase. Dans mon cas d'usage ou en général? Dataiku. Alors, j'ai envie de dire, Dataiku a été construit de base pour couvrir l'entièreté des pipelines, on va dire, de bout en bout d'un cas d'usage. Que ce soit du coup commencer à la connexion de données, ensuite la data prep, ensuite la data science et ensuite le déploiement avec de la visualisation et de la gouvernance. Si je vais être un peu piquant, là où DataRobot est parti sur la partie pure ML, elle commence à attaquer la partie data prep, vous étiez quand même sur le premier segment, vous n'étiez pas vu tout de suite sur la partie ML en tout cas au départ, mais tant mieux, ok. Si c'était ok, très bien. Vos concurrents du coup? C'est une bonne question. En fait, nos concurrents, ça dépend de quelle partie de ce pipeline de bout en bout on va regarder. Le positionnement de Dataiku, vraiment, c'est de couvrir l'entièreté de ce pipeline. Vraiment de la connexion de données, toutes les étapes au milieu jusqu'à la mise en production d'un projet. D'accord? On va avoir des concurrents qui sont spécialisés sur certaines sous-parties de ce pipeline. Dataiku a une approche qui est plus globale, qui va englober, on va dire, l'entièreté des populations au sein d'une entreprise pour permettre justement à n'importe quel type d'utilisateur tout simplement de collaborer et de créer ces choses de bout en bout. Si c'est des noms que vous attendez, je ne pointerai pas les copains du doigt. Si c'est des copains, c'est parfait. Ok. Explicabilité d'IA. Oui. Vous n'avez pas parlé. Rapidement, en fait, je suis passé dessus sur la partie AutoML, ce que vous avez vu rapidement à la fin. Je vais repartager mon écran en 2 secondes. Lorsqu'on est à l'intérieur d'un modèle, en fait, il y a un grand focus sur tout ce qui est, on va dire, transparence et compréhension de ma donnée. Comment elle est utilisée par mon modèle, cette partie explainability ici. Donc, comment mon modèle a été créé, quelles sont ses performances, et derrière, on a même des scénarios qui sont disponibles avec ce côté what if. Est-ce que je sélectionne, on va dire, des données spécifiques en entrée, comment mon modèle va réagir derrière? Et ça, donc, c'est possible de l'utiliser dans la partie, on va dire, modeling, lorsqu'on est en train d'itérer sur différentes sessions, et également de le partager avec des utilisateurs finaux, tout simplement pour qu'ils aient confiance dans ce qui a été créé. Ils peuvent manipuler mon modèle et après, via un dashboard, du coup, voir les résultats en fonction des différents inputs qu'ils auraient mis. Dernière question, c'est pour donc le client industriel. Fintech. Non, la solution. En mode industriel, c'est-à-dire quand vous allez jusqu'à la partie ML, on a parlé de business analyst. Business analyst, ils font quoi? Ils font Mumuse, ils testent, ou est-ce qu'ils vont jusqu'à la partie MLOps, ils mettent en production? Alors, avec mon équipe, en fait, on a on est une petite équipe, du coup, on est 4 sur la partie data engineer et data science. Donc, quand on fait un projet, c'est pour le mettre en production. D'accord. On ne fait pas des projets juste pour s'amuser, on n'a pas le temps. Donc, clairement, tous les projets sont menés du POC à la mise en prod. Et donc, concrètement, vous avez un DevOps, un DataOps? L'intérêt, c'est que justement, le DevOps, Dataiku nous permet de le faire extrêmement facilement. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait le DevOps. C'est-à-dire que n'importe qui dans mon équipe est capable de mettre en production et de monitorer l'ensemble des algorithmes, des process de TL et des... Et du coup, en termes d'observabilité, vous avez quoi? C'est Dataiku qui propose, ou vous allez chercher Datadog, vous allez chercher d'autres acteurs? On a du Datadog qui est plugué aussi dessus, mais on va surtout utiliser aussi toutes les métriques que Dataiku nous fournit. Donc on va avoir en fait à chaque run de scénario, par exemple, on va avoir un ensemble de métriques qui vont être envoyées sur plusieurs canaux. Nous, on a des retours si on a des erreurs, on a des retours aussi sur Slack, on a des mails qui sont envoyés, on a tout le système de login, on a des métriques qui sont vérifiées, typiquement la fiabilité des modèles. C'est comment vous pilotez votre production. Donc la prod, ça va être ça. Donc ça va vraiment. Vous avez un outil de gestion de prod? À l'heure actuelle, l'outil de gestion de prod, c'est vraiment Dataiku avec sa solution de déploiement. En fait, c'est tout ça, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut tout faire de bout en bout.
Et ça nous permet vraiment de passer de, on va faire notre POC, on va être capable de l'industrialiser, de le mettre en production et de le maintenir et d'avoir un suivi. Par l'exemple type, c'est on va avoir des modèles. Nos modèles, on va avoir un système de maintenance de pertinence du modèle. Donc simplement, on va rescorer régulièrement le modèle pour vérifier qu'il est toujours aussi efficace. Et s'il a perdu en efficacité, il va être réentraîné, redéployé. Et ça, c'est automatique et c'est directement fait dans notre Dataiku. C'est bien. Et ben voilà, ça a réveillé notre question. Bonjour, j'avais une question. Alors, elle peut s'appliquer à Dataiku comme à Databricks, hein. Ce que j'ai pas vu aujourd'hui, c'est dans ces plateformes, c'est en matière de monitoring, d'évaluation de performance, le côté, je dirais, durabilité des modèles, enfin, évaluation de la performance en termes de compute, c'est-à-dire qu'on peut le voir en termes de précision des modèles, mais le coût complet en fait de l'exécution d'un modèle en termes de coût, que ce soit en termes de ressources ou en termes de coûts, CPU, etc. Et est-ce qu'il y a une fonctionnalité telle que celle-ci dans Dataiku? Oui, totalement. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je suis désolé, je vais ouvrir un lien parce que je n'ai pas mon projet qui tourne actuellement. Mais dans Dataiku, toutes les actions qu'on va faire sont automatiquement loguées. On sait qui a fait quoi, à quel moment, et également nos projets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel job, par exemple, a utilisé telle infrastructure, et cette infrastructure, combien de temps elle a tourné, qui l'a utilisé, quelle était la taille de cette infrastructure. D'ailleurs, on peut calculer les coûts. Il y a d'ailleurs un projet dans notre documentation qui permet de faire ça, c'est comment utiliser en fait toute cette donnée de compute resource usage pour aller créer des dashboards à la fin, pour savoir tel projet à utiliser tant de données SQL avec tant de jobs SQL qui ont tourné tant de temps, et derrière, tout simplement avec une formule, on peut évaluer le coût que ça aura. Ou derrière avec, si je descends un petit peu, donc là je vous ai... Alors, les logs sont natifs. Vous savez exactement qui a fait quoi, à quel moment. Vous pouvez après réutiliser ces logs. Vous pouvez réutiliser ces logs, ouais, c'est ça. Vous pouvez réutiliser ces logs pour créer vos propres analyses dessus après et mettre votre propre calcul de coût par derrière. Dans ce projet, cet exemple, du coup, on a toute cette partie logs qui est récupérée. Et ensuite, si je zoome un petit peu, on a une division qui est faite entre une partie SQL, une partie Kubernetes et une partie utilisation locale. Et à partir de ça, derrière, un dashboard à la fin qui sera créé pour du coup consommer ces résultats. Et donc toute la documentation du projet sur comment le créer et comment le réutiliser. Voilà, par exemple, ça c'est une vision du dashboard qui permet de voir tel projet de manière locale CPU, de manière Kubernetes ou de manière SQL a consommé tant et a été utilisé tant de fois. Moi, c'est sur la partie data exploration. En fait, vous êtes passé très rapidement tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien zoomer. Bon, là, on n'a plus forcément le temps. Mais si vous me le résumez en trois bullet points ou 2 phrases, c'est quoi pour vous la data exploration dans le produit Dataiku? Ouais. Data exploration, ça va être tout d'abord pouvoir se connecter aux différentes sources de données, qu'elles soient n'importe où. Ensuite, c'est pouvoir avoir une vue globale via ce, on va dire, catalogue dans Dataiku d'exploration des objets qui sont été utilisés, d'accord, déjà dans la plateforme, ou des tables externes. On peut aller indexer des connexions pour pouvoir après, à l'aide de mots-clés ou à l'aide de dates, etc., aller chercher des choses, aller comprendre, aller voir qui les a utilisées, à quel moment, et derrière avoir accès à un jeu de données, par exemple. Ça, c'est une vision d'un jeu de données. Sur la partie exploration, sur chacun des jeux de données, vous allez pouvoir également calculer premièrement des métriques, par exemple des sommes de colonnes ou des analyses, et également créer toute la partie graphique qu'on partage après sur les dashboards. Donc ça, pour la phase exploratoire, c'est très pratique pour avoir un premier sens de nos données, de compréhension des données. Et dernier point, la partie statistique est aussi intéressante. On peut faire des statistiques soit de manière manuelle, donc aller sélectionner une analyse univariée ou bivariée, etc., ou laisser la plateforme nous suggérer des choses. Dataiku va aller regarder nos données, regarder typiquement la distribution de ces données, le type de ces données, est-ce qu'elles sont corrélées entre elles ou pas, et nous suggérer différentes cartes d'analyse. Par exemple, ici, j'en ai quelques-unes qui sont sorties. Hop, je vais en créer 3. J'aurais pu aller en custom sur certaines variables. Et là, ça va nous dire, par exemple, le nombre de valeurs distinctes, la moyenne, le min, le max, etc. Sur toute cette partie compréhension-analyse. Et tout ça est bien évidemment après partageable sur un dashboard pour créer des reports afin d'avoir une vue compréhensible de tout ça. Merci.